D'après une récente étude de l'IFOP, 41% des Français croient en l'astrologie. Allez, avouez-le, vous aussi, vous avez déjà regardé votre horoscope en espérant qu'il vous annonce une bonne nouvelle. En tout cas, moi je l'ai fait. Et peut-être vous êtes-vous demandé comment font les astrologues pour prédire votre avenir. Eh bien, d'après ce qu'on m'a dit, ils se basent sur la position et le mouvement des astres dans le ciel. Voici notre étoile, le Soleil, avec les 8 planètes qui gravitent autour. Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et aussi leurs satellites naturels comme la Lune. Et voici les milliards d'étoiles de la voûte céleste. Pour les astrologues, le fait que ces astres soient placés ici ou là, les uns par rapport aux autres, aurait des conséquences sur notre vie. Pour comprendre comment les hommes en sont venus à faire un lien entre les astres et leur quotidien, il faut remonter dans le temps. 2500 ans avant Jésus-Christ. Nous sommes sur les rives orientales de la Méditerranée, en Mésopotamie. Imagine, vous êtes paysan, comme la grande majorité de la population à l'époque. Vous n'avez qu'un objectif, que les récoltes soient bonnes. Alors vous traquez les indices qui pourraient vous aider. Les télescopes n'existent pas encore, mais vous observez que les astres se promènent dans le ciel. Et de saison en saison, vous finissez par constater que lorsqu'un amas d'étoiles bien particulier apparaît, les récoltes qui suivent sont bonnes. Cet amas d'étoiles s'appelle les Pléiades. On peut le voir en regardant la constellation du Taureau, un groupe d'étoiles qui, reliées entre elles, forment un taureau. Vous faites alors le lien entre l'apparition de ces étoiles et la réussite de vos récoltes. En fait, ces étoiles-là ne sont visibles que de la mi-octobre à la mi-avril, des mois favorables aux semis du fait des conditions météorologiques propres à cette période. Mais il y a quelques millénaires, faute de connaissances, les hommes pensent que les dieux leur envoient des signes afin de les aider à prendre de bonnes décisions. L'astrologie est née. Au départ, elle concerne surtout les phénomènes liés à la nature, comme les récoltes ou l'arrivée des pluies. Puis, peu à peu, elle s'étend à la politique. Elle est censée aider à déterminer le bon moment pour construire un temple, par exemple, ou quand débuter une guerre sous les meilleurs auspices. Et finalement, l'astrologie va s'intéresser aussi à nos destins individuels avec les horoscopes chers aux Français. Et si ces prédictions semblent avec le recul toujours proches de la vérité, il y a une raison qui tient plus à notre cerveau qu'aux étoiles. Camille Gobert, journaliste à Sciences et Avenir La Recherche, nous dévoile la recette magique. Vous allez voir, c'est bluffant. Allez Jamy, je te lis ton horoscope. Des hauts et des bas ponctuent votre journée. Il faut composer avec quelques inquiétudes. Persévérer. Mais oui Jamy, ne te laisse pas abattre. Surtout que les Capricornes ne seront pas les seuls à se reconnaître dans cette fine analyse astrologique. Car qui n'a pas des journées faites de hauts et de bas? Qui n'a aucune inquiétude? Personne, voilà la réponse. Pourtant, tous les horoscopes sont rédigés de cette manière, en alignant les affirmations vagues et les encouragements imprécis au point qu'ils peuvent coller avec tout le monde. On appelle ça l'effet Barnum, en référence au talent de manipulateur de l'homme de cirque Phineas Taylor Barnum. L'effet Barnum a été décrit pour la première fois en 1949 par le scientifique Bertram R. Forer. Il a distribué aux 39 élèves de sa classe une courte analyse de leur personnalité à partir de leurs réponses à un test. Les élèves devaient ensuite noter l'exactitude de leur profil entre 0 et 5. Résultat, la note moyenne était de 4,2 sur 5. Sauf que les textes étaient tous les mêmes. En voici un extrait. Vous avez besoin que les autres vous apprécient et vous admirent, mais vous avez tendance à être critique envers vous-même. Bien que votre personnalité présente quelques faiblesses, vous êtes généralement en mesure de les compenser. Alors, ça vous correspond? Oui, moi aussi. Mais ne vous en voulez pas trop si vous vous êtes déjà fait avoir. L'expérience de Bertram R. Forer a été répliquée des dizaines de fois avec des femmes, des hommes, des étudiants, des PDG. Tout le monde tombe dans le panneau. Ce n'est donc pas une question de naïveté, mais de perspective.
Lorsqu'on part du principe que le profil qu'on lit a été fait spécialement pour nous, nous sommes prédisposés à valoriser les éléments qui correspondent et à ignorer les autres. Comme le confirme l'astrologue repenti Serge Brett-Morel, les personnes qui rédigent les horoscopes le savent. Aujourd'hui, par exemple, on me prédit « Vous alliez humour et sérieux, légèreté de l'humeur, concentration des idées ». Humour et sérieux, légèreté et concentration, ce sont des contradictions vagues qui me permettent de retenir ce qui correspond le mieux à ma réalité. Merci Camille, j'avais prédit que ce serait bluffant, je ne me suis pas trompé. Alors qui dit astrologie dit bien sûr signe du zodiaque. Je vais tout vous expliquer, mais avant, je dois déterrer quelques vieux disques vinyles. Alors je sais ce que vous pensez, quel rapport? Eh bien regardez, vous allez comprendre. Retrouvons notre système solaire. Vous voyez en son centre le Soleil. Les planètes tournent autour de lui en suivant une trajectoire appelée orbite. Mercure, Vénus, la Terre, Mars et les autres se trouvent toutes à peu près sur le même plan. Comme si elles étaient placées sur les différents sillons de ce disque. Et là, à la place du trou, il y a le Soleil. Ce disque, les astronomes l'appellent le plan de l'écliptique. Pour comprendre où se trouvent les signes du zodiaque dans la voûte céleste, je vous emmène un peu plus loin dans le ciel, au-delà du système solaire. Regardez. Depuis la Terre, on peut observer de nombreux groupes d'étoiles appelés constellations. Elles se répartissent sur une petite bande imaginaire qui encercle le plan de l'écliptique. Vous l'avez compris, ce sont ces constellations qui forment les fameux signes du zodiaque. Les astrologues en voient 12, comme les 12 signes des horoscopes. Vous les connaissez sûrement par cœur: Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poisson. Pour les baptiser, les hommes ont relié les étoiles des constellations entre elles par des lignes. Et cela forme des figures. Un taureau, un lion, un scorpion. Bon, je vous le concède, il faut avoir un peu d'imagination. D'ailleurs, dans d'autres cultures que la nôtre, les astrologues ont assemblé les étoiles différemment. Ils y ont vu un vieil homme, une autruche blanche. Mais quel est le lien avec les horoscopes? Eh bien, il s'agit simplement des interprétations que les astrologues font de cette carte du ciel au moment de votre naissance. Voici d'ailleurs la mienne. Selon eux, la position des astres à l'heure exacte où nous poussons notre premier cri aurait une influence sur les événements qui se produiront au cours de notre vie. Si vous êtes né sous le signe du Bélier, vous êtes supposé avoir de la volonté, de l'élan, de l'énergie. Les lions, nés au beau milieu de l'été, sont reliés à la chaleur, à la lumière. Ils seraient créatifs et enclins au plaisir. Au contraire, les capricornes, nés au début de l'hiver, une saison austère qui ferait d'eux des gens solitaires et un peu rêveurs. Quand on parle d'astrologie, comment ne pas penser au plus célèbre astrologue de l'histoire? Nostradamus. Au XVIe siècle, il aurait notamment prédit la Révolution française, l'ascension de Napoléon et d'Hitler, la mort de Kennedy et même l'attentat du 11 septembre. Pour certains, Nostradamus est un prophète, pour d'autres, un charlatan. Alors, faut-il croire Nostradamus? David Chemla, notre détective de l'histoire, a consulté sa boule de cristal pour tenter d'y voir plus clair. Je vois... Bah non, je vois rien du tout en fait. Comment il faisait Michel? Bah si, Jamy, Michel de Notre-Dame, dit Nostradamus. Apothicaire, c'est-à-dire pharmacien, il est surtout connu pour ses prophéties qu'il publie pour la première fois en 1555. Il y prédit l'avenir sous forme de quatrains, des strophes de 4 vers, comme en poésie. La plus célèbre de ses prédictions est la mort d'Henri II en 1559. Voici ce qu'il écrit. Le lion jeune, le vieux surmontera, en chant guerrier par singulier duel, dans cage d'or les yeux lui crèvera, 2 plaies une, puis mourir, mort cruelle. Maintenant, accroche-toi bien, Jamy. 4 ans plus tard, en 1559, lors d'un tournoi de chevalerie, le jeune comte de Montgomery affronte en duel le roi de France, Henri II, qui commence à se faire vieux. Sur les armoiries de Montgomery figure un lion.
Au cours du duel, sa lance se brise, traverse le casque en or du roi de France et lui transperce l'œil. 10 jours plus tard, Henri II meurt d'une septicémie dans d'atroces souffrances. Bluffant, hein? Bon, on va pas se mentir, Jamy. Il est pas très optimiste, le Nostradamus, et prédit surtout des catastrophes. Faut le comprendre aussi. On est au XVIe siècle, la France est ravagée par la peste et commence à être déchirée par les guerres de religion. Faut-il pour autant le croire? Pas si sûr. Déjà, sa méthode pour lire l'avenir n'est pas claire du tout. Dans le feu, dans un bol d'eau, dans les planètes, dans ses rêves, bref, on sait pas trop. Et puis, pas évident de comprendre ce qu'il raconte, Nostradamus. Il mélange du vieux français, du latin et une pincée de provençal, sans compter qu'il n'y a jamais vraiment de date ni de pronom personnel. Peu de chances de se planter. Et ça laisse surtout une grande liberté d'interprétation aux pseudo-spécialistes. Et je parle même pas des canulars où certains profitent des périodes de crise et de la paranoïa ambiante pour faire croire que Nostradamus avait par exemple prédit les attentats du 11 septembre et même la pandémie de Covid. Quoi qu'il en soit, que ceux qui croient Nostradamus se rassurent. D'après lui, la fin du monde est prévue en 3797. On a encore un peu de temps. Ouf, ça me rassure. Si l'on a pu prendre au sérieux ce cher Nostradamus, c'est que pendant longtemps, les gens ne faisaient pas la différence entre astrologue et astronome. C'était le cas dans l'Antiquité et même jusqu'au XVIIe siècle. On confondait ceux qui interprètent les astres et ceux qui étudient leurs lois physiques. Après tout, les deux ont les yeux tournés vers le ciel. Dans leur livre « L'astrologie est-elle une imposture ?», deux astrophysiciens, Daniel Kunt et Philippe Zarka, reconnaissent toutefois que les cartes du ciel utilisées pour réaliser les horoscopes sont exactes. Pour le reste, désolé de vous décevoir, la comparaison s'arrête là. L'objectif de la science, c'est de tenter d'expliquer les mécanismes de l'univers. L'astrologie se contente, elle, de l'interpréter à sa manière, au risque de se tromper. Tenez par exemple, les fameuses constellations dont je vous ai parlé tout à l'heure. Eh bien, figurez-vous qu'elles ne sont qu'une vue de l'esprit. Prenons celle du lion. Nos yeux la voient sous la forme d'un animal tout plat. Mais dans la réalité, ces étoiles sont disposées dans l'espace en 3 dimensions, ce qui signifie qu'en les observant depuis un autre point de l'univers, elles ne dessinent plus du tout un lion. Comment imaginer alors que ce lion pourrait nous influencer, alors qu'il n'existe pas sous cette forme dans la réalité? Autre problème, supposons que les constellations ont une quelconque influence sur nous. Il y a un souci. Les astrologues n'en comptent que 12, alors qu'il en existe 13. Ils font l'impasse sur Ophiuchus, dont certaines étoiles sont situées entre la constellation du Sagittaire et celle du Scorpion. Cela fausse tous leurs calculs. Enfin, au XXIe siècle, les signes et la position des constellations ne correspondent plus à celles de l'Antiquité. En effet, au début de l'astrologie, les constellations et les signes associés se superposaient parfaitement. Tous les 21 mars, quand le Soleil passait devant la constellation du Bélier, la période du signe astrologique débutait. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Le 21 mars, le Soleil passe devant la constellation des Poissons. Et pourtant, d'après l'horoscope, un enfant qui naît aujourd'hui le 21 mars est toujours Bélier. Il n'empêche, 41% des Français croient à l'astrologie. C'est une véritable aubaine pour de nombreux magazines qui boostent leurs chiffres de vente jusqu'à 20% grâce à des numéros spéciaux astrologie. Aujourd'hui, Lin Landau dessine l'histoire de ce succès sur papier glacé qui, il faut bien le dire, était écrit dans les étoiles. Tout commence en Angleterre en 1930, quelques jours après la naissance de la princesse Margaret. L'astrologue Richard Naylor publie le thème astral de la sœur cadette de la future reine Elisabeth II dans le Sunday Express. Un bon moyen de distraire la population, car à l'époque, nous sommes en pleine crise économique suite au krach boursier de 1929. Son article, intitulé « Ce que les étoiles prédisent pour la princesse » est un énorme succès. Sur sa lancée, Naylor prédit qu'un aéronef anglais serait en danger entre le 8 et le 15 octobre. À quelques jours près, le 5 octobre, un dirigeable britannique se crache à Beauvais, pas loin de Paris. Bingo! Il obtient alors une chronique hebdomadaire dans le journal.
Ayant eu vent de ce succès, le Journal de la femme en France se lance à son tour, avec une rubrique intitulée « L'éphéméride de la chance ». C'est une sorte de météo astrale collective, et le format trouve vite ses adeptes. Mais le premier horoscope, tel que nous le connaissons, est attribué à Marie-Louise Sondaz pour le magazine Marie-Claire. Elle a une idée de génie. Eureka! Individualiser les prédictions. D'abord, elle classe ses lectrices par critères physiques et par date de naissance. Et enfin, par signe astrologique. Personnalisé, l'horoscope devient un rituel rassurant. À partir des années 1960, on l'écoute à la radio. Et 10 ans plus tard, sur Europe 1, une certaine Madame Soleil répond en direct aux questions des auditeurs et auditrices. 3615 horoscope, bonjour! Elle devient une véritable star. Le président Georges Pompidou, en personne, cite son nom face à un journaliste. Mais je ne suis pas non plus Madame Soleil. De nos jours, les horoscopes génèrent surtout du clic sur nos smartphones. Applis, YouTube, Insta, TikTok, difficile d'y échapper. Je peux donc prédire avec certitude que les horoscopes ont de beaux jours devant eux et que C'est Jamy va dépasser le 1 million de téléspectateurs. Merci Lin-Lan. Attention, je te prends au mot. Alors c'est vrai que les jeunes générations sont de plus en plus accros aux horoscopes. Selon une enquête de décembre 2020, près de 70% des 18-24 ans en France croient dur comme fer aux parasciences et en particulier à l'astrologie. Les 3 points qu'il faut retenir aujourd'hui. 1. L'invention de l'astrologie remonte à environ 2500 ans avant Jésus-Christ. Les habitants de la Mésopotamie ont fait un lien entre la position des astres et la qualité de leur récolte. 2. Les 12 signes du zodiaque correspondent à 12 constellations, c'est-à-dire 12 groupes d'étoiles. 3. L'astrologie s'intéresse à l'interprétation des astres, alors que l'astronomie s'intéresse à leurs lois physiques.